Bonjour, je m'appelle Claire et je vous présente la trousse de secours du voyageur. J'ai été bénévole dans une grande association humanitaire dans les ambulances pendant 15 ans et j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Je me permets donc de vous donner quelques petits conseils. Avant de partir, vous devez établir la liste des pays que vous allez traverser ainsi que la période pendant laquelle vous allez la traverser et ensuite le type de voyage que vous faites. Vous devez prendre rendez-vous auprès d'un médecin de voyage tropical si vous traversez les régions tropicales et si vous avez des enfants, un pédiatre de voyage éventuellement tropical aussi. Ce médecin verra avec son ordinateur euh, le type de voyage que vous faites et les zones que vous traversez pour vous donner l'antipaludéen de prévention si vous restez moins de 3 mois et l'antipaludéen curatif si vous restez plus de 6 mois. Il fera également la liste des médicaments à emporter avec vous. Vous devez aussi prendre rendez-vous auprès d'un centre de vaccination international, de préférence 6 mois à l'avance et dans l'urgence 3 mois avant, parce qu'il y a des incompatibilités de vaccins. Ils établiront un calendrier vaccinal ainsi que vous délivreront un carnet de vaccination international, obligatoire pour la fièvre jaune notamment. Vous devez également faire une copie de vos papiers, les scanner et les mettre sur un site et les transmettre à vos proches pour pouvoir, en cas d'urgence, pouvoir accéder à vos papiers sur Internet et vous permettre de vous téléphoner au consulat pour renouveler vos papiers si vous les perdez. Vous devez également regarder sur diplomatie.gouv.fr si les pays que vous traversez ne sont pas en zone rouge, parce qu'à ce moment-là, les assurances et l'État ne viendront pas vous chercher parce que ce risque sera probable et non aléatoire. Vous devez vous inscrire sur ce diplomatie.gouv.fr sur le fichier Ariane, qui est le fichier des voyageurs à l'étranger. Je vous conseille également de suivre les cours de brevet de secourisme de base qui vous permettront d'apprendre à savoir faire des gestes d'urgence de secours, savoir arrêter une hémorragie, mettre une personne inconsciente en position correcte, savoir traiter une plaie grave, une plaie simple, et savoir comment agir en cas de traumatisme. Alors, vous pouvez suivre ces cours en un week-end auprès de la Croix-Rouge, de la Protection civile et des sapeurs-pompiers. Vous devez également avoir sur vous la liste des consulats des pays que vous traversez, avec leur adresse, parce que c'est à eux que vous devez vous adresser en cas de problème. Sachez que la différence entre l'ambassade et le consulat, c'est que l'ambassade est un territoire français et le consulat, en fait, est un centre de formalité. Ils peuvent être les deux. Les consulats vous donnent la liste des pharmacies fiables dans les pays que vous traversez. Donc c'est fort utile d'avoir cette liste de consulats à l'étranger. Donc vos trousses de secours, elle doit être individuelle, elle doit être organisée, donc rapide, très accessible. Elle doit se trouver dans un sac étanche, de façon à ce que si vous tombez par exemple d'un vélo dans une rivière, vous puissiez récupérer vos papiers et votre trousse de secours. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans une trousse de secours? Eh bien, il y a de quoi soigner une petite plaie simple dans l'urgence, mais aussi bien en France, cela ne peut pas être très très grave, mais par contre à l'étranger, dans un pays tropical, une plaie au pied peut dégénérer et vous pouvez avoir une septicémie, c'est-à-dire mourir d'infection, ou alors vous faire amputer. Donc, toute plaie à l'étranger, dans un pays tropical, est une source d'infection et vous devez immédiatement la désinfecter et protéger votre plaie. Donc, au niveau de la protection, vous devez avoir sur vous des gants médicaux que se vendent en boîte dans les pharmacies ou les fournisseurs de matériel médicaux qui sont la seule protection barrière
contre des maladies transmissibles par le sang, le VIH ou les virus. Vous ne devez pas acheter des gants dans les supermarchés. Vous devez également avoir des préservatifs parce que dans certains pays d'Afrique où il y a 80% des prostituées qui ont le sida, les préservatifs ne sont pas toujours fiables. Vous devez également, pour vous protéger, avoir des masques. Alors tout le monde connaît le fameux masque FPP2 qui permet de se protéger soi et d'éviter la propagation des virus. Donc pour la grippe H5N1 ou le coronavirus dans les avions, c'est obligatoire d'en avoir 2. Vous avez également des masques simples de chirurgien ou simples qui évitent de contaminer si vous soignez quelqu'un. Si vous avez par exemple la grippe, vous mettez ce masque. Il faut toujours saisir le masque par les élastiques et ne jamais toucher la partie du masque qui est en contact avec l'extérieur et toujours jeter le masque dans une poubelle fermée est prévu à cet effet. Les vidéos de l'OMS vous montrent comment mettre un masque correctement. Il faudra constamment veiller à se laver les mains parce que à l'étranger, tout est source d'infection. Vous avez pour cela du gel désinfectant sans rinçage, bactéricide, fongicide et virucide que vous pouvez mettre dans des petites fioles ou du gel hydroalcoolique avec un degré d'alcool de 70 degrés. Pour faire du gel hydroalcoolique, vous pouvez faire avec 125 ml d'alcool à 90, 10 ml de glycérine et 5 ml d'oxygéné. Donc vous devez vous laver les mains constamment avant de toucher à n'importe quel pied à l'étranger. Se laver les mains, on met le gel hydroalcoolique, on le badigeonne comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ensuite, on met des gants. On nettoie la plaie à l'eau et au savon avec de l'eau propre. Donc nous ferons un point sur l'eau et on utilise une compresse stérile. Donc les compresses ont des dates de péremption qui sont notées. Elles ne sont plus stériles après la date. On ouvre une compresse stérile, on la saisit par les 4 coins et ensuite on met un antiseptique qui est en unidose dessus. Et ensuite on l'applique sur la plaie de l'intérieur vers l'extérieur. Le moniteur vous montrera dans les forêts de secouristes comment le faire. Après, on prend une autre compresse et on met du sparadrap tout autour ou alors une compresse avec du sparadrap et également une épingle à nourrice qui sont fort utiles à l'étranger. Vous avez aussi des bandes auto-adhérentes comme ça qui auto-adhèrent. Nous allons faire un petit point sur les antiseptiques. Donc l'antiseptique doit être délivré par votre médecin et vous devez l'avoir testé pour vérifier avant si vous n'êtes pas allergique. Donc je me suis conformée à ce qu'ils ont dans les ambulances en France. Donc vous avez de la chlorhexidrine, CHLORHEXIDINE, qui sont un antibactérien équivalent à la bétadine sauf qu'il n'est pas fongique et qui sert pour les enfants, pour les allergiques et toute personne et qui est transparent et qui permet de voir l'évolution d'une plaie. Vous avez la bétadine qui est bien connue de tout le monde, mais qui contient de l'iode et donc il ne faut pas être allergique à l'iode. Pourquoi je vous ai mis la bétadine? Parce qu'elle est antifongique et que ces deux antiseptiques, c'est très rare. En général, on ne mélange jamais d'antiseptiques. Ces deux-là peuvent être mélangés, ils sont utilisés notamment pour les SDF, pour un bain de pied ensemble.
Donc il faut des unidoses pour éviter la contamination bactérienne et virale. Vous avez également des pansements, des petits pansements simples, des pansements pour ampoules. Vous avez des pansements plus gros comme ça qui servent pour le genou, qui sont bien pratiques puisqu'ils sont transparents et donc servent bien pour sur le genou par exemple. Ils sont étanches à l'eau et vous avez également des plus grands pansements. Vous les trouvez pour les personnes qui ont des escarpes dans les fournisseurs de matériel médicaux. C'est cher, mais par contre c'est très pratique parce que c'est très utile à emmener. Vous pouvez également emporter pour les brûlures des compresses Biafine. Vous avez également ce qu'on appelle des stéristrips, c'est-à-dire des sutures que vous devez donner par exemple à un médecin. C'est des urgostriques, là c'est pareil que stéristrip. C'est des petites sutures que si vous avez une plus large plaie, un médecin urgentiste saura s'en servir à l'étranger, mais c'est toujours utile d'en avoir. Et si vous devez en mettre, vous devez savoir en mettre avant. Après vous avez ce qu'on appelle des secondes peaux, pour éviter, comme les pansements sur les zones de frottement, éviter les ampoules sur les pieds. Donc ça c'est bien pratique aussi. Vous avez plusieurs marques. Vous voyez. Vous avez également, donc si vous avez une ampoule, vous devez percer une ampoule, c'est quasiment faire un acte chirurgical. Donc vous devez vous nettoyer les mains, mettre des gants, prendre une aiguille, stériliser l'aiguille au feu ou alors prendre une aiguille stérile qu'on peut acheter dans les magasins de fourniture médicale et percer éventuellement l'ampoule, ce qui est déconseillé, mais bon, en cas d'urgence. Et ensuite vous pouvez mettre de la chlorhexidrine, qui est donc un antiseptique, et ensuite de l'éosine qui permet d'assécher l'ampoule. Pour les pieds, il faut toujours veiller à bien vous laver les pieds, à bien les sécher et ensuite les talquer. Vous devez aussi avoir des sandales style Teva pour prendre votre douche, vous baigner, éviter de vous blesser les pieds et d'avoir des chaussures de marche avec des bonnes chaussettes doubles si vous évitez les ampoules, ou alors avec des bouclettes à l'intérieur. Les pieds sont très importants quand on voyage à l'étranger. Donc automatiquement vous avez une paire de ciseaux. Vous avez donc les gants et les masques. Vous avez également là de quoi faire une écharpe qu'on vous montrera en secourisme. Vous avez également un thermomètre qui sert dans toutes les maladies tropicales, notamment le paludisme, donc c'est obligatoire d'en emporter. Et vous avez deux couvertures de survie, ainsi que pour les yeux, vous avez du sérum physiologique qui permet de nettoyer les yeux en cas de poussière, notamment en montagne. Il ne faut jamais mettre vos mains dans les yeux. Vous pouvez attraper beaucoup de choses, donc utilisez pour vous nettoyer les yeux du sérum physiologie, et sur conseil d'un ophtalmo, vous pouvez emmener des collyres antiseptiques, mais ça il faut voir avec l'ophtalmo. Alors deux couvertures de survie, c'est les moins chères sont les meilleures, donc là vous en avez deux. Là vous avez des pastilles pour l'eau, donc on verra ça tout à l'heure. Un préservatif comme je vous ai dit. Donc également, je vous conseille d'acheter, c'est MSI qui fait ça sur internet. C'est un kit pour les sutures et les transfusions si vous faites des voyages à risque, style Afrique, jungle, pays vraiment sous-développés. Là vous pourrez avoir des hôpitaux où vous avez des sutures qui sont des très gros fils. Donc si vous avez un problème au visage, vous risquez par la suite de devoir faire intervenir la chirurgie esthétique. Et surtout, le kit suture et le kit transfusion vous évite d'attraper des maladies telles que le VIH, toutes les maladies transmissibles par le sang. Donc ce kit est à donner à un chirurgien ou un médecin à l'étranger et n'est pas utilisable par vous. Hein, donc seuls les professionnels peuvent suturer. Vous avez également ce kit que je vous conseille, c'est le kit de survie de Bear Green, où il y a dedans tout ce qu'il y a pour survivre.
Donc vous avez la corde de parachute, un allume-feu, un sifflet de survie, un couteau de survie. Et au dos de la pochette, vous allez avoir les signes de détresse internationale, les 2 bras levés. Donc c'est très pratique si vous avez un hélicoptère qui est là, vous levez les 2 bras, il sait que vous êtes en détresse. Si vous levez un bras, ça veut dire que vous allez bien. Et si vous avez les bras en croix, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'assistance médicale. Donc c'est très important de connaître les signes par rapport aux pilotes. Dans cette trousse de secours, vous avez aussi du matériel de suivi, nous allons le voir tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons nous occuper de quelque chose de très important. D'abord la trousse de médicaments. Donc ça, c'est le médecin qui vous prescrira une ordonnance individuelle. Donc seul lui est compétent. Pour des voyages à risque où il y a par exemple le risque de morsure par un chien enragé, vous pouvez emmener un antibiotique à large spectre. Ou si vous faites un voyage très aventureux autour du monde, c'est un traitement préventif et curatif contre le paludisme, donc, ou curatif, pardon, un stop diarrhée, un antiseptique intestinal, un antalgique, c'est-à-dire un antidouleur à base de paracétamol, parce qu'on ne peut pas utiliser d'aspirine dans les pays tropicaux puisqu'il y a la dengue, donc il y a un risque d'hémorragie. En cas de traumatisme, et ça c'est discuter avec le médecin, un antalgique puissant ou un anti-inflammatoire, ou les deux, mais ça c'est vraiment à discuter avec le médecin. Des pastilles pour la gorge et vos traitements habituels, cardiaques, diabétiques, allergiques, cancéreux. Sachez qu'il faut garder la notice des médicaments, pas la boîte, parce que sur la notice il existe la formule chimique et vous pouvez la renouveler dans n'importe quelle pharmacie dans le monde avec cette formule chimique. Donc les médicaments doivent être dans une trousse isotherme. Et ces intercolliers doivent être conservés à un certain degré. Vous devez également faire très attention à l'eau quand on voyage. L'eau est vecteur de beaucoup de maladies. Vous avez l'hépatite A, le choléra, les douves, le parasite qui pondent dans la vésicule biliaire et les intestins, et bien d'autres maladies. Chaque jour, on a besoin de boire pour vivre. On peut se passer de manger plusieurs jours, mais pas de boire, c'est vital. Donc le besoin hydrique, c'est 1,5 litre par exemple quand vous êtes ici à 25 degrés. Et si vous devez voyager dans les pays plus chauds, il faut savoir qu'il faut rajouter 1 litre d'eau pour 10 degrés. 1,5 litre pour 25 degrés, 2,5 litres pour 35 degrés, 4,5 litres pour 45 degrés. Donc, vous voyez, il faut prévoir le contenant. Et si vous faites des efforts type vélo ou marche, il faut prévoir quasiment le sac à dos à eau. Ou alors sur son vélo, les bidons. Donc en général, quand on voyage, soit on boit de l'eau en bouteille, donc il faut vérifier que la bouteille soit bien capsulée, qu'elle soit pas déjà ouverte et qu'il n'y ait pas de trou sur la bouteille. Sinon, vous pouvez emporter les pastilles micro-pure forte, donc ce qui est recommandé par Pasteur pour nos voyages. Donc s'il y a un temps de dilution de 50 minutes, donc vous devez prévoir de diluer le temps de dilution de la pastille pour pouvoir boire après. Sinon, quand on voyage beaucoup, on peut acheter, c'est un gros investissement. Donc j'ai demandé aux voyageurs qui font un tour du monde en vélo, ils emportent en général la Katadyn Pocket, qui avec un poids de 540 grammes, je crois, filtre énormément d'eau. Donc vous êtes complètement autonome en eau, en jungle, partout dans le monde. Donc là, pour le grand voyageur, c'est vraiment très utile. Donc sinon, vous pouvez utiliser 4 gouttes d'eau de javel pour stériliser l'eau. 4 gouttes d'eau de javel par litre d'eau. De l'eau bouillie pendant 1 seconde aussi.
euh, et vous devez faire boire et vous laver les dents avec de l'eau en bouteille ou traitée. Ne pas manger de glaçons et glaces, ne pas nager dans les eaux douces et bien analyser l'environnement des plages parce qu'effectivement, vous pouvez vous noyer parce qu'il y a des courants ou alors avoir des problèmes parce que vous avez les égouts un peu plus hauts. Donc vous avez les cartes hygiène où il y a les symboles en bas qui vous disent s'il y a une usine chimique juste au-dessus de l'endroit où vous vous baignez. Donc ça, c'est important. Pour ceux qui voyagent où il y a des centrales nucléaires qui risquent d'exploser, malheureusement c'est très rare mais ça peut arriver. Sachez qu'il faut attendre 48 heures et boire le tiers supérieur de l'eau parce que les particules radioactives retombent au fond de... Donc l'eau est très importante. Le soleil. Donc le soleil, comment dirais-je, vous avez est filtré par la couche d'ozone et malheureusement, on constate de plus en plus de cancers de la peau et trop s'exposer au soleil, c'est à l'origine de 50 à 70% des cancers de la peau. Donc il faut toujours vous protéger du soleil. Alors pour ça, il faut mettre des chapeaux, porter des vêtements qui sont des fois traités pour anti-solaire, notamment quand on fait du surf, ou pour les enfants des t-shirts qui stoppent les UVB et les UVC. Et, et également mettre de la crème solaire. Donc indice minimum 50 quand on se trouve dans des pays tropicaux, 30 à 50 minimum suivant son indice de peau, et 60 quand on fait du bateau pour le visage ou alors quand on va en montagne. Et pour ceux qui prennent certains médicaments, et ben 100. Parce que il existe des risques de photosensibilisation en cas de prise de médicaments, donc il faut, quand vous mettez de l'alcool ou du parfum, donc il faut faire très attention, lire bien ces notices des médicaments qu'on prend pour vérifier qu'il n'y a pas de photosensibilisation avec le soleil. Donc souvent quand le soleil ça induit des coups de chaleur, donc vous avez la compresse bien fine qui est s'il y a un problème. Donc et quand il y a un coup de chaleur, on doit mettre la personne assise à l'ombre, au repos et à boire, lui donner à boire par petites gorgées. Pareil, si les enfants bougent beaucoup et surchauffent, on appelle ça une hyperthermie à l'effort. Et ça arrive aussi aux adultes qui veulent en faire trop dans la jungle, par exemple. Et bien, dans ces cas-là, c'est pareil, c'est mettre à l'ombre, au repos et faire boire. Sachez qu'il faut adopter le même comportement que les locaux, c'est-à-dire pas sortir aux heures où il fait très chaud, porter des grands chapeaux, porter des chèches, s'humecter son chèche pour la nuque, et vraiment faire très attention de ne pas sortir au moment où le soleil est au plus haut, comme si les gens ne sortent pas de midi à 16 h, ne sortez pas non plus. Et également porter des lunettes, ça c'est très important, des lunettes correspondant au type de voyage que vous faites. Et ça peut être très cher si vous faites de la haute montagne. Vous pouvez avoir les yeux avec la réparation de la neige, et des glaciers, vous pouvez avoir des yeux complètement brûlés. Donc ces lunettes coûtent au-delà de 150 €, mais c'est vital, on ne peut pas remplacer ses yeux. Donc ça, la haute montagne coûte très cher en matériel, donc ne vous aventurez pas si vous n'avez pas le matériel nécessaire parce que vous risquez de devenir aveugle. Donc sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème par rapport au paludisme. Donc, vous voyez avec le médecin de voyage, mais en prévention, il faut éviter de se faire piquer par les moustiques. Donc, il y a l'anophèle qui donc est le moustique qui est vecteur du paludisme, mais il y a d'autres moustiques plus petits, comme la Aedes, qui sont vecteurs d'autres maladies. Donc, il est important d'avoir une moustiquaire avec la maille la plus fine.
et de toujours vous enduire d'un produit répulsif anti-moustique tropicaux, si vous êtes dans les zones tropicales. Donc nous on recommande celui-ci qui fait également puce, moustique et tique. Donc s'il y en a d'autres qui font la même chose, je ne fais aucune publicité pour aucune marque. Vous avez les vaporisateurs pour les vêtements et vous avez également le produit pour tremper les vêtements et qui dure un certain temps. Donc vous devez le soir, quand vous sortez, vous devez vous enduire automatiquement le matin et le soir de ces répulsifs anti-moustiques pour éviter de vous faire piquer et ensuite mettre des chemises à manches longues qui ont du répulsif anti-moustique. Utiliser des cônes, ça sent pas très bon dans les restaurants, mais c'est vraiment bien. Donc ça, c'est très important. Sinon, pour la nourriture, il faut toujours se laver les mains avant de manger. Et en sortant des toilettes, c'est-à-dire non pas à l'intérieur des toilettes, mais à la sortie des toilettes, quand on a utilisé la poignée des toilettes que tout le monde touche. Donc vous devez toujours avoir du gel hydroalcoolique ou du gel désinfectant sur vous, ou alors des lingettes désinfectantes pour vous laver les mains avant de sortir des toilettes et avant de manger. Ne pas manger de fruits non pelés par vous-même avec votre couteau, et manger toujours de la viande bouillie et du poisson bouilli. Emportez vos couverts et vos baguettes personnelles, ça vous évitera beaucoup de soucis et de problèmes d'hygiène dans les petits restaurants notamment. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette trousse de secours? Vous avez du petit matériel de survie. Alors, donc vous devez avoir la gourde, le chapeau et des allumettes tempête qui permettent de pouvoir allumer un feu. Donc les gens qui se sont trouvés en Thaïlande après le tsunami ont dû monter, se sont trouvés dans la jungle et certains sont morts parce qu'ils ont été piqués par des serpents mortels parce qu'ils n'avaient pas fait de feu. Donc les feux éloignent les bêtes en Afrique, dans les pays asiatiques, dans les pays où il y a des animaux, ça peut être vital d'avoir du feu. Donc c'est des boîtes étanches et c'est simple grattoir d'allumettes, c'est ce qu'on appelle la survie pour les nuls. Vous avez également des sifflets de détresse qui sont accrochés notamment à tout ce qui est canaux de survie, mais que vous pouvez acheter en individuel. Si vous tombez à l'eau dans la nuit noire, c'est déjà arrivé pour des touristes, et qu'il y a des crocodiles un peu plus loin, c'est toujours bien d'être le premier secouru pour pouvoir éviter d'être mangé. Vous avez dans la nuit noire, on peut vous repérer également au son. Et vous avez également, si vous tombez en montagne dans un ravin, vous avez les jambes cassées, au moins vous pouvez siffler. C'est moins fatigant que ces pulmonés et on entend plus. Vous avez des lampes également, une lampe Maglite. C'est une lampe qui est étanche et à 20 mètres. Vous avez cassé une boussole. Alors une boussole peut être vitale. Elle vous permet en jungle de ne pas tourner en rond. Elle vous permet en cas de catastrophe et avec une carte de pouvoir vous orienter, rejoindre l'aéroport international ou une plage de survie, une zone de survie. Voilà. Donc sans repère, avec une boussole, on peut toujours s'orienter dans un pays. Vous devez apprendre à vous orienter avant de partir. Alors là, on arrive donc également, vous avez des bouchons pour si jamais vous êtes dormez dans un hôtel, c'est bien pratique pour pouvoir se reposer. Et également, s'il y a des risques d'explosion, donc il y a toujours des risques d'attentats partout. Quand vous voyez de la fumée et un nuage, c'est un risque d'explosion. Vous devez vous éloigner le plus loin possible et mettre les bouchons parce que quand quelque chose explose, une usine explose, les tampons explosent également. Donc, sinon, vous avez l'aspi venin. Alors, pour les serpents, sachez que vous n'êtes pas une proie pour les serpents. Et la meilleure des préventions, c'est d'éviter de les rencontrer et de les déranger surtout. Seul un petit enfant ou une petite personne vraiment de petite taille, pour des très gros serpents, anaconda ou boa peuvent être des proies, mais sinon, le serpent
vous ne faites pas partie de son garde-manger. Donc, vous devez soit prendre un guide, donc je vous conseille de prendre un guide dans la jungle ou en haute montagne, qui vous évitera, vous indiquera comment vous comporter avec les animaux. Sinon, de suivre toutes les émissions sur les pays où vous allez pour voir quel type de serpent il se trouve. Par exemple, quand on marche, on ne met pas son pied derrière une souche parce qu'un serpent peut se reposer. On ne met pas ses mains dans les arbustes, donc c'est difficile pour les enfants parce qu'il peut y avoir des serpents. Également dans les arbres, il peut y avoir des serpents. C'est pour ça que les Mexicains ont des grands chapeaux. Et vous avez des serpents qui peuvent se trouver dans les feuilles, donc on marche doucement et on regarde où est-ce qu'on met les pieds. D'une manière générale, on se comporte comme les locaux. Bon, si jamais vous êtes piqué, vous devez regarder quand le serpent part, sa taille, sa forme, sa couleur, la tête, sa forme de tête, l'alternance des couleurs, enfin tous les éléments qui peuvent caractériser le serpent. Marquer avec, faire un petit coup d'aspi-venin, donc c'est une pompe à aspirer tout simplement. Et ensuite marquer avec un sparadrap l'endroit où vous avez été piqué. Pour ceux qui savent faire un pansement compressif entre la cœur et la plaie, vous pouvez le faire. Et ensuite vous évacuez la personne en la calmant le plus possible, et si c'est vous aussi, vers le village ou l'hôpital le plus proche si on peut, pour savoir par rapport au serpent, avec les locaux, savoir comment réagir. On ne peut pas avoir un sérum avec tous les serpents qui existent. Donc il y a des serpents dans les rivières en Asie, en Australie. On ne met pas ses pieds n'importe où. Vous avez des serpents mortels à 30 secondes, mais les serpents les plus agressifs comme les vipères, toutes les vipères en Amérique centrale, dans les pays du nord d'Afrique, c'est ceux-là il y a plus de décès puisqu'effectivement vous les dérangez et là ils se sentent agressés et ils réagissent tout de suite. Donc la meilleure des préventions avec le serpent, c'est de les éviter, de ne pas les déranger. Sinon, vous avez plus de problèmes avec les tout petits animaux comme les moustiques qui sont vecteurs de plus de maladies. Vous avez tous les animaux qui sont à couleur vive, il ne faut pas s'en approcher, ne pas y toucher, les petites grenouilles, sur les plages, les jolis petits cônes de belles couleurs. Évitez d'approcher, de toucher les animaux en règle générale. Pour le tigre, par contre, vous êtes une proie, donc le tigre attache toujours le dernier de la file, donc évitez d'être le dernier de la file. Et dès que le fois, il vaut mieux visiter en Inde, à dos d'éléphant comme les touristes, les régions où il y a des tigres, parce que tous les 2 ans environ, il y a des guides touristiques qui sont effectivement mangés par les tigres en Inde, donc c'est pas une plaisanterie. Donc là, vous êtes vraiment, si la faim, son garde-manger. Ce qui arrive souvent en Afrique, c'est plutôt les hippopotames. Donc là, il faut vraiment agir comme les locaux, traverser comme les locaux, parce qu'il y a énormément d'accidents avec les hippopotames. Ils sont très dangereux. Et également, il y a des accidents quand vous approchez des bébés, tous les bébés des animaux, notamment des éléphants. Donc c'est arrivé en Inde, à Kumini, où un Français était dans une Jeep et a photographié un bébé éléphant. Et quand le mâle a chargé, il est sorti de la Jeep et forcément, il a été embroché